j'avais postulé pour être président. Le même jour même, j'ai pris mes affaires. T'es parti. Et je suis parti. Ouais. J'ai pas d'argent. Un portfolio qui je vais gérer à peu près 30 millions de dollars. Un Hollandais chinois. Les gars là, je ne les aime plus parce que j'avais poussé un Chinois qui avait appelé la police. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être toujours là. Bienvenue dans The Red Flag. Et aujourd'hui, on a la chance d'être accompagné de Manu. Ah. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et salut le public. Merci Manu de nous recevoir ici. Aujourd'hui, on va faire une petite interview de toi pour savoir, connaître ton parcours, d'où tu viens, ce que tu as fait sur les dernières années, quel business tu as réussi à lancer en Chine, comment tu as fait. Donc on va poser tout un tas de questions. Et du coup, dans le premier temps, est-ce que tu peux te présenter, savoir d'où tu viens, qu'est-ce que tu as fait dans l'étude, en fait, qui est le Manu d'avant la Chine? Merci beaucoup mon frère Ewen. C'est un plaisir d'être ici avec vous. Et merci de faire le déplacement jusqu'ici. Avec plaisir. Je me nomme Emmanuel Avemegan. Ma mère est ghanéenne et mon père il est togolais. Donc je suis moitié ghanéen, moitié togolais. Mais je suis né au Togo. J'ai grandi au Togo. J'ai fait les études au Togo avant de venir en Chine. D'accord. En général, j'ai 2 diplômes. J'ai fait l'électricité, comme électrotechnicien de formation. En plus, j'ai fait le commerce international avant de venir en Chine. En général, c'est comme ça en fait. Ok. Commerce, commerce international, j'imagine du coup tu as pu étudier les langues. Est-ce que tu as fait des voyages avant de venir en Chine? Est-ce que quand tu étais au Togo, tu as pu voyager dans d'autres pays en Afrique ou d'autre part dans le monde? Effectivement, j'ai fait aussi 2 années d'études en géographie au fait. Ok, ouais. En général, j'ai jamais fréquenté en Chine. J'ai déjà fini les études avant de venir en Chine. Déjà, je suis un membre d'une association qui s'appelle IESEC. C'est une organisation internationale des étudiants et des récents diplômés et qui est présente dans plus de 150 pays au monde, au fait. Okay. Donc, j'étais membre depuis au Togo, quand j'étais étudiant. Au fait, l'organisation t'apprend de prendre des responsabilités de leadership et de développer de tes talents, au fait. Excuse-moi. Donc, j'étais membre pendant 6 ans. Donc, c'est comme un cursus. Donc, il y a un siècle à parcourir, au fait. J'ai fait des voyages en Afrique. Donc, on fait des conférences internationales, tu te déplaces dans un autre pays pour voir comment ils font et tout. Donc, j'ai fait quelques pays en Afrique de l'Ouest et tout avant de venir en Chine, en fait. Ok. Alors moi, j'ai surtout une question. La question, c'est comment ça s'est passé pour toi, ton premier déplacement à l'étranger? Comment a débuté tout ça? Comment ça s'est passé pour toi? Ok, en ce temps-là, j'étais toujours étudiant. Et là, je suis chargé dans l'organisation. Je suis le vice-président chargé des échanges à l'international. C'est-à-dire que les étudiants togolais qui voulaient expérimenter les échanges au niveau à l'international, donc moi je suis chargé de leur trouver du stage en fait, à travers le réseau. Donc c'est un réseau en fait, mais le réseau permet aussi d'avoir des partenariats. Par exemple, il y a AESEC en Chine. Donc, AESEC en Chine a des partenariats avec des entreprises ou bien des ONG et tout. Ça dépend de ce que l'étudiant veut faire. Donc, mon premier voyage était sur le Nigeria. C'était un voyage de ouf, en fait. C'était un étudiant qui voulait partir c'était en Roumanie. Okay. Donc, il n'y a pas l'ambassade de Roumanie au Togo, donc c'est seulement à Abuja. Et là, avec mes contacts au niveau du Nigeria à travers le réseau ISEC, donc on avait pris le bus. D'abord, on avait pris le bus de quitter Lomé, la capitale du Togo, jusqu'à Cotonou. Okay. Et on a pris un autre bus pour aller à la frontière, c'est-à-dire de Cotonou à la frontière entre le Bénin et le Nigeria qui s'appelle Sémé. En ce temps-là, c'est une frontière très dangereuse, en fait. Tu peux perdre ton passeport comme ça, tu peux perdre tout comme ça, en un clin d'œil. Donc,
Mais on a pu traverser la frontière et on a continué sur Lagos. Et sur la route de Lagos, on a fait un escale chez mon ami à Lagos. Et le lendemain, on a pris un autre bus pendant 12 heures de temps pour aller à Abuja. Ah ouais. Et là, et je jure, dans ma vie, je ne vais jamais pris encore un bus pour faire ce genre de trajet au Nigeria. C'est-à-dire qu'au fond du Nigeria aussi. Donc, en ce temps-là, c'est comme un convoi. Parce qu'en ce temps-là aussi, il y a le terrorisme et tout. Ouais. Donc, c'est comme un convoi de 10 bus. Okay. Avec des policiers qui font des sirènes. Parce que tu travailles tout dans une brousse et tout dans la nuit, en fait. Non, j'ai eu peur, en fait. Mais on a fait le même aller-retour pour rentrer au Togo. Et on n'a pas eu le visa pour aller en Roumanie. Donc, c'était un peu l'histoire, en fait, pour mon premier voyage. Ah ouais, grosse histoire et malheureusement ça a pas abouti. Donc t'étais vraiment en gros partenariat, on va dire, avec cette association. Tu travaillais vraiment pour eux pour aider les étudiants togolais à aller à l'étranger. Et du coup, est-ce que cette association t'a aidé par la suite à venir en Chine? Comment est-ce que tu as réussi à venir en Chine par la suite? C'est quoi qui a déclenché voilà, la première fois où tu es venu en Chine? Ok, merci beaucoup, Ewan. Ok, comme je disais, c'est un réseau. Donc le réseau, quand tu es membre, c'est comme un cercle que tu dois parcourir pour avoir des responsabilités hautes. Ok. Et là, j'ai fait 6 ans dans l'organisation. Maintenant, je suis toujours ancien membre de l'organisation. Je contribue volontairement. Des fois, il y a des moyens de demande financiers au niveau du Togo. Je contribue, si j'ai le moyen, je contribue pour le développement, pour aider nos jeunes étudiants qui sont toujours dans l'organisation. C'est vice-versa. Hein. On a reçu beaucoup d'étudiants français au Togo, dans tout le monde, en Chine. Non, donc c'est vice-versa. Donc, ouais, c'est des échanges, en fait. Donc, comme j'envoie des gens, mais il y a aussi le niveau des échanges qui fait parcours du cursus, en fait. Donc, je me dis, j'avais postulé pour être président. Okay. Et là, les gens n'ont pas voté pour moi. Ah, donc, ouais, c'est un échec et c'était un échec. Donc, moi, j'ai pas pris comme ça un échec, mais c'est un apprentissage. C'est toujours comme ça dans la vie. Donc, je me dis, j'ai envoyé des gens en Allemagne, j'ai envoyé des gens en Inde, partout dans le monde. Et il y a certains étudiants maintenant qui vivent à l'étranger et par ce biais qui travaillent dans les entreprises aujourd'hui. Donc, je me dis, pourquoi pas moi aussi, je vais expérimenter. Et là, j'avais une opportunité en République tchèque, j'avais une opportunité en Inde et j'avais une opportunité aussi à Cancun, au Mexique. Et là, il y a les opportunités. Il y a des interviews à faire avant qu'on te sélectionne et tout. Et j'ai un ami. En fait, c'était pas un ami, c'était un membre de mon équipe quand on était dans l'organisation. Lui, il est venu en Chine. D'abord, j'avais envoyé une étudiante en Chine pour un stage. Et lui, il est venu en Chine pour étudier les langues. Okay. Et là, il me dit, il était membre d'une communauté locale. Donc, il y a une communauté nationale et il y a des comités locaux qui sont dans les universités, au fait. Donc, à Guangzhou, au niveau de Bayonne, c'est pas loin de l'aéroport international c'est une université qui est très, très connue en matière de langue et de management. Donc, il faisait ses études de langue là-bas et il était membre du comité local là-bas. Donc, ils ont un stage en matière de développement, en fait. Et là, il m'avait parlé, hein, il faut venir en Chine, la Chine change et tout. Donc, il m'avait convaincu. Donc, j'ai laissé les opportunités de Cancun et tout pour voir la plage. C'est mon rêve, en fait, d'aller à Cancun, en fait. Mais j'ai laissé ces opportunités-là pour débarquer en Chine. J'ai fait mon interview. Par exemple, aujourd'hui, et
2 jours après, ils m'ont donné le résultat. Ils m'ont envoyé la lettre d'invitation. J'étais parti. C'était un imprévu total. Ok. J'étais parti faire la demande du visa et tout. Donc, j'ai eu le visa. Et c'est comme ça que je suis débarqué en Chine. Ok, super. Et alors, une fois être débarqué en Chine, qu'est-ce qui s'est passé, Manu? Parce qu'aujourd'hui, t'es plus ce jeune étudiant, là, t'es quelqu'un d'autre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis Manu? Ok, quand j'étais arrivé pour le stage, d'abord j'étais un peu en retard parce que il faut que en tant que jeune étudiant, je viens d'une famille pas aisée au fait, et ma mère elle est décédée quand moi j'avais 11 ans en fait, donc et tout. Donc il faut rassembler les fonds pour venir parce que tu dois acheter le billet par toi-même et tout. Et j'ai commencé par faire des collectes de fonds. Au niveau de l'organisation, on nous enseigne aussi comment faire du fundraising. Et là, je vais pour regarder, parler avec des anciens membres qui travaillent d'autres. Je vais là-bas, quelqu'un me donne 50 euros, 20 euros, tout ça là. Donc, et en plus, c'est aussi ma soeur et mon père, ils m'ont aidé un peu à acheter le billet pour venir en Chine. Et donc, j'étais en retard à peu près 3 semaines sur le programme. Mais j'étais arrivé en Chine, à Guangzhou, si je me souviens, le 30 juillet 2012. Et j'ai commencé à faire le stage. Et c'était une belle expérience. J'ai rencontré d'autres étudiants qui sont venus sur le même programme dans tout le monde, Italie et tout, et en Asie et tout. Et c'était bon. Et après le stage, en ce même moment, en fait, septembre 2012, j'avais fait mon premier voyage sur Shenzhen. Le pourquoi? Parce que j'ai un ami burkinabé qui travaille dans l'or. Donc, il a besoin d'acheter un appareil de détecteur de l'or souterrain, en fait. Donc, la compagnie que j'avais trouvée pour lui, il m'avait fait confiance, il m'a envoyé de l'argent pour payer. Donc, la compagnie que j'ai trouvée pour lui, c'était à Shenzhen. Donc, c'est comme ça que je suis débarqué en Chine et tout. Mais après mon stage aussi, j'ai fini mon stage, je suis rentré. Et je suis encore revenu. Et là, je crois que je vais te passer le microphone. Ouais, je tire. Pas de souci. Ok, c'est top. En fait, aujourd'hui, nous, l'audience aimerait savoir. En fait, nous, on aimerait savoir aussi. En fait, on t'a demandé ton parcours au tout début, comment ça s'est passé, quelle personne tu étais. Mais aujourd'hui, du coup, après être revenu en Chine, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, Manu, c'est quelqu'un qui est connu auprès de la communauté francophone, même étrangère. Et en fait, voilà, ce qu'on aimerait savoir, c'est qu'est-ce qui t'a donné envie de revenir ici et qu'est-ce qui a fait que tu es l'homme aujourd'hui que tu es dans le business. Ok, merci beaucoup, Adrien. Au fait, comme je dis, quand j'étais à Guangzhou et quand j'étais venu à Shenzhen, au fait, d'abord, Guangzhou, vous m'excusez, hein, moi je n'aime pas trop Guangzhou en fait. Ouais, je n'aime pas trop. Là, je dis même à mes amis chinois et les amis qui sont d'origine de Guangzhou, même je dis à Guangzhou. Donc Guangzhou c'est comme un centre commercial au fait. C'est une vieille ville et en plus il y a trop d'autochtones à Guangzhou, malgré qu'ils ont une forte probabilité d'étrangers à Guangzhou, mais il y a toujours c'est que quand tu ne parles pas le cantonais, hein, ils savent que tu n'es pas d'origine de Guangzhou, en fait. Ils font ça envers les Chinois eux-mêmes aussi. Il y a toujours un truc c'est de la xénophobie, en fait. Moi, en général, Guangzhou, j'avais résumé ça comme, c'est une ville en Chine, pas pour moi, en fait. Donc déjà, ma première venue à Shenzhen m'a donné une idée. C'était quand j'étais venu. Ça, c'est super wow. Moi, je suis venu en 2012. Il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas, même, là où on fait l'interview, il n'y avait pas ça, en fait. Mais, je me vois. C'est super, en fait. Et en plus, c'était en plein développement de technologie, hein. Et je suis électricien de formation et tout, donc je suis passionné par la technologie. Et là, d'abord, j'avais fait aussi un stage avec un supply chain company à Guangzhou. Donc, on travaille sur certains projets du gouvernement togolais et tout. Donc, ça m'a donné aussi l'idée un peu du business pour voir comment les gens font du business en Chine.
Et là, je suis débarqué à Shenzhen, toujours en juillet 2013. Et c'est pour faire l'aventure en matière de technologie, en fait. C'est pour ça que je suis arrivé à Shenzhen. Ok, d'accord. Et alors, du coup, quand tu parles d'aventure technologique, j'imagine que c'est relié du coup à tes études, à ta formation. Est-ce que tu t'es lancé dans l'électronique? Qu'est-ce que tu as fait à Shenzhen? Parce que tu n'étais plus en stage. Alors, du coup, quelle était ton occupation quand tu es arrivé à Shenzhen? C'était quoi ton travail? Est-ce que tu as lancé une entreprise directement? Puis on aura l'occasion de revenir dessus plus tard. Ok, merci. Et ouais. Quand je suis arrivé à Shenzhen, d'abord, il y a la même personne qui m'a motivé à venir en Chine. Il avait déplacé sur Shenzhen. Et donc, j'étais venu la deuxième fois quand il a débarqué sur Shenzhen pour rester un peu. Et après, je suis décidé de s'installer. Donc, c'est lui qui m'a encore motivé aussi pour venir à Shenzhen et tout. Donc, quand j'étais arrivé, j'ai plus de boulot, j'ai rien et tout. Mais il faut commencer par galérer, hein. Et je commençais par chercher des boulots et tout. J'avais décroché. J'ai enchaîné pendant 2 mois dans une école de quoi là pour les petits enfants en fait, pour 2 mois en fait. Et là pour l'enseignement c'est pas pour moi en fait. Mon père il est prof de français et prof d'histoire en fait. D'accord. Donc je l'aidais quand j'étais au Togo, je l'aidais à faire corriger les feuilles et les devoirs des étudiants et tout. Donc je vois tout ça là, moi c'est pour l'enseignement, c'est pas pour moi en fait. Donc c'est pas fait pour moi. Donc j'ai commencé par chercher du travail dans les entreprises en fait. Donc j'avais décroché un boulot et en ce temps-là aussi c'était un calvaire en fait. Je suis sur un visa business, donc il faut que je sorte de la Chine chaque fois. Ouais. Et là, en ce temps où, mais je me dis aujourd'hui à cause de cette entreprise-là, ça m'a fait permettre à avoir ce travail sans que, parce que j'avais perdu mon passeport, ça c'est une autre histoire que je vais raconter après, et j'avais perdu mon passeport, donc, mais ils m'ont recruté sans mon passeport, parce que le jour-là, j'avais plus de passeport, il faut attendre que mon passeport arrive, mais ils m'ont recruté, et là, j'étais chargé de vente, mais c'est dans le domaine de fibre optique. C'est comme ça que c'était une petite entreprise de 50 personnes et j'ai travaillé là-bas pour 5 ans avant que je change de boulot pour une grosse entreprise. Ouais. Si tu veux que je continue sur la grosse entreprise. Tu peux continuer sur la grosse entreprise. Ouais. Ok. Donc déjà, je suis chargé du marché africain, français, et tout ça là. Donc, on travaille avec des compagnies aussi en France. Donc, comme je parle français, donc j'ai des collègues français aussi en ce temps-là. Okay. Donc, on travaille ensemble. Moi, je travaille plus aussi sur l'Afrique francophone et tout. Donc, j'ai une équipe aussi de 3 personnes qui est sous moi, mais qui travaillent avec moi. Donc c'était bon. Et je vendais beaucoup. Il y avait une fille brésilienne, mais qui vit au Brésil. Et c'est elle qui est le premier en matière de vente de l'entreprise, en fait. Okay. Et je suis le 3e. Ah. Donc j'ai travaillé comme un fou. Et en 2016, il y a cette grosse entreprise qui m'ont trouvé sur LinkedIn. Et je suis parti pour l'interview et tout. Donc j'ai vu que c'était une balèze, une grande entreprise et tout. Donc là, j'avais décroché le boulot en novembre 2016, en fait. Mais je commençais pas toujours à travailler pour la petite entreprise. Et là, il y avait toujours un changement parce que c'est comme une entreprise familiale. Le boss, il fait une décision aujourd'hui, mais quand tu vas au niveau du département, c'est sa mère, le département finance, c'est sa mère qui est là-bas. Par exemple, le boss dit, il faut aller prendre $3,000 pour faire un trajet. Tu vas,
la dame ne te donne pas l'argent. Donc, ça devient trop compliqué et ça ne te t'aide pas en matière de développement de carrière et tout. Et je me souviens en janvier 2017, alors que j'ai déjà dit oui à cette boîte-là, mais j'étais parti en Philippines. Et ça, c'est une autre histoire aussi. Donc, je suis parti en Philippines pour un peu de vacances et tout. Et là, moi, je fais un programme. Comment? Parce que le salaire que les gars là, ils m'ont proposé, mais je me suis dit, ok, peut-être je peux gagner toujours plus gros au niveau de l'entreprise. Parce que je suis un ancien déjà. Ça fait bientôt 5 ans que je travaille là-bas. Donc, j'ai fait un programme parce que il y avait beaucoup d'étrangers qui travaillaient dans la boîte avant. Donc, ils sont commencé par partir et tout. Même mon directeur de vente, il était parti. Donc, alors qu'il travaillait dans la boîte pendant 12 ans, en fait. Okay. Donc, s'il y avait un peu de magouille là-dedans, en fait. Donc, ouais. Donc, quand je suis venu, j'ai fait un programme. Ok, c'est comme ça que je vais travailler. Moi, je veux ce salaire. J'arrive au bureau. Il y a des nouveaux recrues, en fait. Et le boss, il me crie là-dessus. Moi, je l'ai tendu parce que il est boss, mais on se respecte, au fait. Et il est très aimable et tout, donc on se tutoie très vite, quoi. Donc, je lui tends le document, bien rédigé et tout. Ok, moi, je veux vendre tel nombre et tout, mais je veux ce truc. Et là, je lui tends, il veut pas même prendre. Ah ouais. Il a commencé par crier sur moi. Et avec des nouveaux recrues et tout, moi, je me dis, moi, j'ai déjà un nouveau boulot là. Mais moi, le même jour, moi, j'ai pris mes affaires. Et t'es parti. Et je suis parti. Ouais. Je suis parti parce que moi, je suis en position de force. D'abord, tous les clients que j'ai développés au niveau de la boîte, c'est mes clients, moi. Quand moi, je pars, ils vont perdre, en fait. Et là, je suis parti, comme ça. Et après, ils m'ont appelé. Et là, j'ai dit non, moi, j'ai décidé, je vais partir parce que je ne vois pas, je ne vois rien et tout, donc je vais partir. Donc, c'est comme ça que je suis parti au niveau de la grande boîte. Ok. Donc, tu es parti parce que tu étais en position de force et que tu avais développé tous les clients. Et après, j'imagine que tu as construit d'autres choses par toi-même. Mais avant ça, tu as des histoires à raconter. Tu m'as dit que tu avais été recruté sans passeport parce que tu l'as perdu. Et il y avait une histoire intéressante aux Philippines. Alors, est-ce que tu peux nous raconter ces histoires? Nous, on veut savoir les détails croustillants de ta vie. Ok, je vais parler au niveau du passeport. Ça fait bientôt 13 ans. Je suis à Shenzhen, mais je te dis, j'ai mis pied seulement à Hong Kong seulement 4 fois. C'est 13 ans. Ouais. En 2014, je suis toujours sur le visa business et tout. Mais en ce temps-là, j'ai commencé par travailler, ok, entre guillemets, parce que c'était en ce moment mes documents en matière de visa de travail et tout sont en processus et tout, mais je travaille toujours. Et je me suis fait arrêter au niveau de la boîte. Il m'a fait payer 2000 coins. Ça, c'est une autre histoire aussi. Donc, il y a beaucoup d'histoires, en fait. Donc, pour Hong Kong, comment j'ai perdu mon passeport, au fait. Donc, en ce temps-là, quand tu fais le visa pour faire des sorties de visa et tout, donc, d'abord, entre le Togo et Hong Kong, on a besoin de visa pour rentrer sur Hong Kong. J'avais un visa, puis j'ai pris au niveau du Togo en même temps. Donc, quand je suis arrivé et tout, il faut que je sorte. Souvent, je vais à Macao, mais comme j'ai le visa de Hong Kong, il faut que je sorte. En ce temps-là, j'habitais à Nanshan. Donc, je suis rentré à Hong Kong en décembre 2014, près des fêtes de Noël et tout. Il faisait très froid, et je me souviens, ça fait 1 degré en ce temps-là à Shenzhen. Hein. Ouais, en 2014, décembre 2014, c'était très froid en fait. Il y avait même un peu de neige au niveau de Guangzhou. Et... Ouais, c'est en fait. Donc, je suis arrivé à la frontière déjà, parce qu'en ce temps-là, j'avais tout l'argent que j'avais 2500 $ en fait. Ouais. Et là,
quand tu arrives à la frontière, ils te demandent de montrer de l'argent. Donc, il faut avoir toujours le cash chez toi. Donc, j'arrive, j'avais déjà passé 2 heures de temps d'interview, malgré que j'ai le visa. Ouais. Parce qu'il y a trop d'histoires au niveau de Hong Kong. Il y a des gens qui ont falsifié pour avoir le passeport togolais et qui font de la drogue, ou bien qui restent là-bas illégalement, mais c'est des gens qui sont venus d'autres pays au fait de l'Afrique, mais je sais pas comment ils ont eu pour avoir le passeport togolais et tout. Donc, il y avait ce truc-là qui englobe tout le monde dans le même panier. Donc, on te demande beaucoup de questions au niveau de... Ok, après 2 heures de temps, ils m'ont laissé. Je suis rentré sur Hong Kong. J'ai pris le métro, je sais pas. En ce temps, j'ai pas encore booké même l'hôtel. Parce que j'ai peu d'argent. Et c'est de l'économie, au fait. Donc, je me dis, ok, là, il faut que... jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas comment c'est fait. Parce que j'avais un sac à dos. Donc, j'ai mis de l'argent là-dedans. Et c'était derrière. Donc, quelqu'un a ouvert et il a pris l'argent et tout. Ouais. Donc, et là, je me dis, ok, moi, c'est sûr, un visa business. Même un jour de plus te donne un peu de temps en Chine aussi. Hein? Donc, je me dis, ok, là, je vais aller dans un McDo. Je vais rester là-bas pour une journée, en fait, ou bien une nuit. Ouais. Et là, j'ai 24 heures de plus quand je rentre en Chine, en fait, tu vois. Mais il fait froid. Et malheureusement, je suis rentré dans un McDo qui est dans un mall et qui ferme à 22 heures. Et là, je me dis, et il fait très froid à Hong Kong aussi à ce temps-là. Et je me dis, pourquoi se galérer, hein? J'ai marché à Shenzhen. Il faut que je rentre, malgré que j'ai plus d'argent et tout, donc je me dis, ok. Et j'avais la carte autopost là pour prendre le train, malgré j'ai la chance que j'ai cette carte, donc je peux prendre le train pour rentrer à la frontière de Lohu et tout. J'ai traversé la frontière de Hong Kong avec mon passeport, j'ai traversé la frontière de Lohu de Chine avec mon passeport. Maintenant, il faut que je rentre, en fait. Normalement, quand j'utilise mon passeport, comme ça, je me mets ça dans le sac, en fait. Et j'avais un jean, mais qui avait une poche comme ça, en fait. Donc, et j'avais un iPhone 5 aussi. C'était tout nouveau, en fait. Donc, le passeport et l'iPhone, je l'ai mis. Et là, je prends un taxi. C'est pas les taxis comme aujourd'hui, en fait. C'est des taxis rouges de Tianjin. Maintenant, de Lohu pour aller chez moi en Chine, ça me fait à peu près 100 yuan de renminbi pour aller. J'ai pas d'argent, mais pour payer le transport. Mais heureusement, j'avais vu, j'ai derrière ma poche de derrière, j'ai vu 50 yuan là-dedans. Et j'ai de la monnaie aussi dans mon sac, à peu près 20 yuan, donc ça fait 110 yuan. Alors que ça va me coûter pour 100 yuan pour rentrer chez moi. Je dis ok. Et j'ai la carte, je me souviens là quand j'étais à Guangzhou, avec la carte de métro, même tu peux aller à 7-Eleven pour acheter à manger. Quand tu as de l'argent sur la carte, tu peux utiliser ça pour payer même avec le taxi et tout. Donc j'avais cette expérience aussi, hein, parce que j'étais très nouveau à Shenzhen là. Donc et là je me dis ok. J'ai ma carte de métro de Shenzhen, j'ai l'argent là-dessus, j'ai 110 yuan en cash, je peux payer. Et là, on a pris le taxi, j'ai pris le taxi jusqu'à chez moi, on arrive à 5 minutes de chez moi, je demande au taxi, ok, j'ai ça, je vais te donner ça, je vais payer avec la carte. Il me dit, à Shenzhen, on ne paie pas avec la carte. Je me dis, oh là là. Ok, on est arrivé, mais j'ai un ami, un colocataire en fait de la Russie, et donc je suis venu et j'ai mis mon sac en garantie et là je suis monté pour emprunter de l'argent chez lui pour payer le taxi. Et c'est comme ça j'ai payé le taxi, mais je me suis assis côté non chauffeur, mais
il s'est fait que mon passeport et le téléphone sont tombés. D'abord, j'ai su avec toute cette journée-là, moi je suis venu juste, je prends mon sac, je n'ai pas vérifié au fait. Maintenant, j'arrive dans ma chambre, je voulais faire sortir mon passeport. Je ne trouve pas mon passeport. Je ne trouve pas mon téléphone. Et c'est comme ça que j'ai perdu mon passeport. Mais en ce temps-là aussi, il faut que je trouve quelque chose à faire. Et là, je me suis recruté par le biais de cette entreprise sans passeport. Donc, c'était l'histoire, en fait. Okay, l'histoire du passeport. Nickel. Avant que tu nous parles de l'histoire des Philippines, j'aimerais revenir sur un truc. C'est qu'aujourd'hui, en fait, Manu, c'est avant tout quelqu'un. Donc là aussi, on est à Brass House, qui est du coup, tu es copropriétaire du coup de cet endroit. Mais tu nous as parlé de la fibre optique. Aujourd'hui, je crois que ça fait 14 ans que tu es dedans. Qu'est-ce que tu as monté aujourd'hui en termes d'entrepreneurial, aujourd'hui depuis que tu es en Chine, depuis toute ton expérience, que aujourd'hui tu as la fibre optique, tu as Brass House, complètement différent, mais il me semble aussi que tu as Casablanca, complètement différent aussi. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ce que tu fais aujourd'hui? Ok, je suis toujours dans le domaine fibre optique depuis que j'ai quitté la grande boîte. La grande boîte aussi m'ont donné une expérience de fou au fait. Et j'ai eu l'opportunité de voyager avec cette boîte au fait. J'ai fait à peu près 45 pays en général. C'était une aventure très enrichissante au fait. Et je dis, j'ai toujours cette relation professionnelle toujours avec cette boîte aujourd'hui. On se voit maintenant. Il y a des choses que j'achète chez eux des fois, mais il y a ici aussi, il y a Brass. ouais, le gars qui m'avait trouvé sur LinkedIn, il était ici la dernière fois en fait. Ah ouais. Ouais. Et le boss en septembre 2000, en septembre dernier, j'ai vu le boss, le chairman, mon vice-président. On se voit toujours en fait. Et j'ai toujours leur contact et tout, donc on a cette relation-là, amicale et professionnelle toujours aujourd'hui. Le pourquoi j'ai quitté cette boîte, j'ai une position où je ne peux plus monter dans la boîte. Là, je suis chargé. D'abord, j'avais un portfolio qui je vais gérer à peu près 30 millions de dollars parce que notre département international contribue beaucoup d'argent. Donc, on travaille avec des gros clients et j'ai eu la chance aussi d'avoir le groupe qui gère Orange. J'ai eu la chance de les rencontrer à travers parce que Huawei était notre client. Donc, j'ai eu la chance de voir beaucoup de personnes dans le domaine télécom en général. Donc, je me dis beaucoup d'années dans le domaine télécom. Et en plus, avec ma position au niveau de la boîte qui ne me donne pas l'opportunité un jour, je ne vais pas changer mon vice-président, je ne vais pas être CEO de la compagnie un jour, mais ça ne va jamais arriver en Chine. Et c'est une boîte familiale, ça ne va jamais arriver. Et en plus, en matière de décision, tu as une responsabilité, tu as le nom, mais il y a des responsabilités des décisions où tu peux pas, ok, vas-y, ok, moi je dis, on va faire comment on peut rentrer sur ce marché. Par exemple, on avait investi beaucoup d'argent sur le Brésil. J'ai fait le Brésil 3 semaines ou bien 1 mois. J'ai amené 5 de mes vendeurs au Brésil. Je vais vous dire, on a fait dépenser la compagnie à peu près 40 000 dollars. On avait du stand, tout, beaucoup d'argent. On avait investi sur le Brésil beaucoup d'argent. Mais pour vendre au Brésil, il faut avoir une certification très spéciale en matière de télécom qui s'appelle Anatel et tout. Mais la compagnie ne veut pas investir là-dedans. Et donc, je suis désolé. On ne peut pas faire du miracle et tout. Donc, avec ces genres de choses aussi, ça ne me donne pas la motivation de continuer. Donc, on s'est attendu pour terminer le contrat et tout. Et en 2020, j'ai quitté la boîte. D'accord. J'ai quitté la boîte. En ce temps même, il y a le Covid qui est déjà arrivé et tout. Ouais. Et 2019, c'était une belle aventure. J'ai beaucoup voyagé. J'ai fait seulement 5 mois à Shenzhen. Chaque
année, je faisais des voyages et tout. Et là, quand j'ai quitté la boîte, je me dis, j'avais dit à mon propriétaire, à Mankit, et Thiago là, qui est partenaire aussi ici à Brass, je lui ai dit, moi, je vais quitter la boîte. Ils m'ont dit, qu'est-ce que tu vas faire? Je dis, je sais pas pour le moment. Mais, en fait, il y a Brass, longtemps on travaille sur Brass et tout, mais en matière d'autres choses, ok. Mais il y a Mankit, Thiago qui ont déjà une entreprise de trading Seedline et tout. Donc il me dit, ok, pourquoi pas, on peut travailler ensemble. Mais je dis, ok, moi je veux faire mon truc à moi-même en fait. Avec 14 ans d'expérience, maintenant j'ai 14 ans d'expérience, mais je suis en matière de télécom, il faut que j'ai ma vision à moi. Et là, je suis en 2020 et j'ai commencé par monter ma boîte de fibre optique. Le pourquoi j'ai quitté la boîte, parce que quand tu vas au niveau des compagnies télécom, je ne parle pas des distributeurs en fait. Moi actuellement, mes plus deux gros clients, c'est des compagnies qui fournissent l'accès d'internet au Togo. Ok. Il y a à peu près 5 compagnies au Togo. Il y a la compagnie mère qui est rachetée maintenant avec l'État et le groupe Haïtien, qui est une groupe malgache, et qui ont changé le nom. En ce temps-là, c'était Togo Telecom, il s'appelle Togo Telecom, mais actuellement, ça s'appelle Yas by Me. C'était un nom bizarre comme ça, en fait. Je sais pas. Ils ont même expliqué le nom, vraiment. Ok. Donc, il y a une deuxième compagnie privée qui appartient au groupe Atlantique, mais qui s'appelle Move. Et quand tu vois, il y a Move Africa, donc il y a Move Togo, il y a Move Côte d'Ivoire, Move Mali et tout. Donc, mais en ce temps-là, c'était pas Move, c'était Télécel en ce temps. Donc, il y a cette compagnie aussi. Et la compagnie qui a mené l'Internet au Togo, c'est pas l'État qui a mené l'Internet, c'est une compagnie privée qui a mené l'Internet au Togo. Ouais. Donc, cette compagnie s'appelle Café Informatique. Toujours, merci beaucoup pour le soutien, en fait, Café. Café Informatique, c'est une société qui a mené l'Internet au Togo et tout. Donc, c'est une vieille boîte en matière de fourniture d'Internet au Togo et tout. Donc, c'est un client à moi. Donc, j'ai fait travailler pour le centre de données. C'est moi qui ai introduit au niveau solution fibre optique chez eux. Donc, aujourd'hui aussi, je travaille avec la 4e compagnie c'est une compagnie togolaise aussi privée. Je travaille avec eux directement. Donc, revenons à ta question. Oui, pourquoi j'ai changé? Parce que quand tu vas vers ces gens de compagnie, ils ont des problèmes. Des problèmes que le manufacturier ne peut pas fixer. Et là, moi, je donne une solution complète, différente. Il y a du consulting, il y a du manufacturing, il y a tout qui englobe tout. Donc, on fait une solution complète. Je vais toujours revenir à ta question. Oui, parce que il y a beaucoup de choses en matière de fibre optique que on ne peut pas fabriquer. J'ai un partenariat avec un autre ami chinois. On a une industrie de fabrication de fibre optique à Dongguan. Donc, on fabrique nous-mêmes le câble. Au niveau de ma compagnie, par exemple, on a un truc qu'on appelle du tireur optique qu'on utilise pour faire le management du câble, dans tout ça là. Le design que j'ai, moi j'ai un design à moi, en collaboration avec une compagnie qui habitait en Hangzhou, là où la vie de Alibaba. Donc, il y a des choses comme ça qu'on fait, et il y a d'autres choses qu'on achète directement. En fait, par exemple, il y a d'autres choses que je dois acheter. Je ne fais pas, par exemple, j'ai une commande actuellement avec un client camerounais et tout. Je ne fais pas les câbles de réseau, non. Donc, il faut coopérer avec une industrie qui fabrique les câbles de réseau. Donc, on fait du trading, on fait tout en général. Okay.
Ok, ça marche. Donc, aujourd'hui, en fait, tu fais une solution cousu main, en fait. Tu t'occupes vraiment de toute la partie. Tu peux aujourd'hui t'occuper de toute la partie fibre optique. Et donc, du coup, la fibre optique, Brass House, là où on est aujourd'hui. Mais il y a autre chose. Il y a autre chose. Hein? Mais il y a autre chose, Manu. Il y a autre chose. Qu'est-ce que tu... Exactement. Et c'est ce qu'on veut savoir. Ok. Je vais donner un petit comment je suis rentré à Brazos. D'abord, j'ai rencontré, j'avais un ami originaire de Dubaï qui est consultant au niveau de Huawei. Donc, quand il travaillait à Nokia avant, mais quand il avait trouvé le boulot là, il est venu à Shenzhen. Donc, je suis le seul étranger qui l'a connu. Donc, on sortait, hein. En ce temps-là, je travaillais toujours avec la petite boîte. Et là, on travaillait à 13h. Donc, à 13h à 21h. Ouais. Avec les marchés, ouais, avec le marché international pour voir le temps de différence et tout. Donc, moi, j'ai le temps dans la journée et tout. Donc, le lundi, parce que pourquoi à ce temps à Shenzhen, c'est le old school night. Donc, on sort pour aller boire. Le mercredi, on est des hommes, hein. Ouais, c'est ladies night. Donc, on sort. Et le vendredi, le samedi, donc on sortait 4 fois dans la semaine. Et on a fait ça sur 3 ans. Et là, lui, il avait rencontré Thiago, mon partenaire brésilien. Ouais. Il avait rencontré à Ogaden, qui est toujours là. Donc, on était parti, en ce temps-là, il y avait Viva au niveau de Cheko. Donc, on était parti, il y avait une soirée à Viva, en fait, c'est une grande soirée, en fait. Donc, on était parti là-bas. Donc, lui, il avait invité Thiago pour venir. Parce que moi, je ne connais pas Thiago en ce temps-là. Et là, je parlais de 12 ans en arrière. Hein. Et Thiago, quand il venait, ils se sont connus, en fait, quelque part aussi. Monkey était aussi nouveau, mais il était une année à Shenzhen avant nous, ou bien 2 années avant nous, en fait. Monkey, c'est un partenaire hollandais, en fait. Ouais. Donc, ils se sont venus, et là, je les ai rencontrés. D'abord, j'ai salué Thiago et tout, tu vois, non? Et lui aussi, il est afro-brésilien et tout, donc, et Monkey, un Hollandais chinois, et là, c'est... Maintenant, quand je le vois, je me dis, tu vois, tu es un peu saoulé, tu vois, ce petit chinois aussi, là, tu vois. Et le gars commence pas à danser, mais je me dis, bon, le gars, il est tout même. Et c'est là, il m'a dit que lui, il est hollandais, il est né à Amsterdam et tout. Donc, mais c'est le gars, il est gangster. Le gars, il peut faire du breakdance et tout, man. Et là, c'est comme ça, on s'est connus et tout. Donc, Monkey, déjà, c'est quelqu'un qui est dans le bar et dans le restaurant depuis Amsterdam avant de venir à Shenzhen pour continuer. Il est déjà dans l'industrie, du coup. Ouais, Monkey, il est maintenant, actuellement, ça fait 20 ans qu'il est dans le domaine. Ouais, parce qu'il a commencé déjà à 13 ans. Monkey commence à déjà faire des soirées grandioses à Amsterdam et tout, avec des DJ de renommée aujourd'hui, au fait. Donc, lui, il avait travaillé aussi dans un restaurant et tout. Donc, il avait déjà eu une expérience. Donc, il était venu à Shenzhen pour continuer ces trucs-là. Donc, déjà, lui et Thiago, ils ont déjà commencé par faire un truc. Ils avaient un partenariat avec Anna Fendi, qui vendait des vins Anna Fendi et tout. Mais on est toujours amis. Et moi aussi, j'ai commencé par faire mon parcours de DJ en ce temps-là et tout. Moi, j'aime aussi la fête et tout. Hein, non? Donc, ils avaient, Monkey et un autre partenaire, ils avaient un lounge. Ils vendaient des vins. Et c'est à ce temps-là qu'ils ont eu ce partenariat de Anna Fendi pour des vins Anna Fendi, en fait, de haut de gamme. Ouais, donc, c'était à Coco Park et tout. Et après, Monkey, lui, il était encore partenaire au niveau de Baron quand on avait changé à Favela. Et ça, c'est une autre histoire aussi. Et là, c'est là que je me commence pas à approcher
avec eux parce que je vais souvent là-bas, on est devenus amis et tout, donc je les aide, des fois j'ai le temps, je les aide et tout et tout. Ok. Donc, Monkit, donc il avait cette lounge, il y avait Baron et tout, donc et Thiago lui faisait toujours son trading et tout, mais il travaille toujours sur les veines à Fendi et tout, donc c'est comme ça que j'avais commencé par les connaître et tout. Et en 2017, Brass, ici c'est un ghetto. Au fait, c'est le paradis des hommes, au fait, de Hong Kong. Ouais, c'était le paradis. Donc, il y avait tout ceci ici n'existait pas. Donc, la rénovation d'ici, ça a commencé en 2017 et tout. D'accord. Donc, Ça a bien changé. ouais, donc c'est Monkit et tout qui avait l'idée et tout. Donc, c'est comme ça. Ah, vous voulez tu verras, moi j'aime boire, j'aime bien faire la fête. Donc, c'est comme ça que je me suis rentré avec eux et on a embrassé aujourd'hui. Donc, c'est l'histoire. Trop bien. C'est cool. C'est top. Et puis en plus, on a fait les 7 ans de Brassas, du coup, il y a pas longtemps. C'était il y a quelques mois en arrière. Et donc, c'est comme ça que tu es rentré en partenariat avec ces gars-là pour lancer Brassas. Et tu as continué, du coup, ton entreprise de fibre optique en parallèle, où tu fournissais des solutions complètes à tes clients pour développer le réseau télécom au Togo, notamment, qui, je pense, est ton marché principal. Et donc, comme disait Adrien, il y a aussi Casablanca. Donc, ça, c'est un peu plus récent. T'as continué à travailler pour Brass et pour ta propre entreprise en même temps. On reviendra sur Casablanca un petit peu plus après. Moi, j'avais une question, c'est du coup, quand tu travailles à Brass en même temps que ta propre entreprise, comment est-ce que tu gères au niveau temps? Parce que du coup, ça demande beaucoup de ressources. Est-ce que tu as des employés? Est-ce que tu as des gens qui t'aident? Comment est-ce que tu as fait pour développer les opérations, les clients et t'occuper de ton entreprise plus de Brass House en même temps? Cette question, des fois, chaque fois, les gens me posent, je me dis comment je fais. Parce qu'il y a beaucoup de choses que je gère à la fois. Je dis, il y a ma société de fibre optique à Connect, il y a Brass House, il y a Casablanca. C'était Casablanca, ça c'est nouveau. Avant, il y a aussi Favela. Ouais. Je te raconte un peu mes histoires, en fait. Ok. Il y a d'autres choses que j'ai fait en matière d'entrepreneuriat qui ont échoué et tout. Comment je gère mon temps? D'abord, avec l'événement de Covid, j'avais commencé la boîte qui a bien commencé, hein. J'avais commencé la boîte avec ma copine, mon ex. Ça a commencé très bien. Moi, je gère, comme j'ai déjà un portefeuille de clients et tout. Donc, je gère, elle m'aide à faire d'autres choses et tout. C'est comme ça que j'ai commencé et tout. Mais comme j'ai des clients qui me connaissent, et qui me connaissent la capacité que je peux faire, cette confiance, il y a toujours cette confiance-là jusqu'à aujourd'hui. Tout. Et là, Amconnect, en matière de finances, c'est pas encore stable. On est en train je suis en train de faire un programme cette année et on va délocaliser. D'abord, il y avait un bureau avant, on partageait un bureau ensemble, le bureau Brass ou bien tout ce qu'on faisait en fait. Okay, donc j'avais délocalisé le bureau à Floutienne et tout, mais cette année, dans quelques semaines, en fait, je vais commencer par trouver un autre bureau pour tous mes affaires, en fait, que je vais résumer après, des nouvelles perspectives dans l'avenir à faire, en fait. Donc, Amconnect, le bureau de Amconnect, bientôt, on va changer le bureau. Et tu me demandes si j'avais je travaille seul. Pour le moment, je travaille seul. Mais comme il y a certaines choses, parce que moi, je travaille sur projet, je ne travaille pas sur commande. Donc, c'est ce qui est un peu différent par rapport quand tu fais du trading. Moi, je travaille avec des grosses boîtes. Donc, par exemple, mon client qui veut déployer 2000 km
de câbles. Et là, il faut faire une planification. Mon client du Togo, il veut déployer 3000 km dans 3 ans. D'abord, ils ont un problème. Ils veulent restructurer leur réseau. Et j'avais un consultant parce qu'il veut que je travaille sur le projet pour eux. Ouais. Mais je ne peux pas travailler sur le projet sur eux ici. Il faut être sur le terrain. Sur place, ouais. Donc, j'avais alloqué un Ouais, j'ai des consultants, en fait. J'ai des consultants. Quand je dis qu'on peut faire tout, c'est-à-dire qu'on a des partenariats, au fait. Par exemple, si tu veux par exemple, au Cameroun, par exemple, si tu veux quelqu'un pour faire installer la fibre pour toi, moi j'appelle un de mes clients au Cameroun. Ok, on fait un partenariat, ok, ça c'est du gagnant-gagnant. Moi, je t'introduis le client, tu me fais un retour, tout comme ça. Donc, c'est comme ça qu'on travaille au niveau de AmConnect. Mais maintenant, la vision de AmConnect actuellement, c'est d'être plus, parce qu'on travaille plus sur l'Afrique. Je travaille plus sur la France, mais c'est un peu compliqué maintenant et tout. Donc, moi, je travaille plus sur l'Afrique maintenant. Donc, la nouvelle stratégie actuellement, c'est... avant, je ne voulais pas faire de la vente. Mais maintenant, on va installer un bureau au niveau de la Tanzanie. Pourquoi la Tanzanie? Je vais venir par rapport à ça. Et donc, on va à un bureau là-bas. Je vais recruter des gens pour travailler qui seront en plein temps pour faire la vente et tout, pour recherche de clients, surtout en Afrique de l'Est et tout, vers l'Afrique du Sud et tout. Donc, c'est un peu ça le programme de AmConnect et tout. Ok, super clair. Alors juste une chose, Manu, avec Owen, on discutait de ça avant de venir et tu nous confirmes avec ton résumé, tout ce que tu nous racontes, que la connexion avec les gens, avec le networking, c'est quelque chose qui est ancré en toi depuis très très longtemps et ce qui t'a permis aussi du coup d'amener IBNS aussi. Quelque chose que du coup Manu aussi fait IBNS, parce que Manu fait énormément de choses. Mais IBNS du coup donne beaucoup plus de sens aujourd'hui, même dans toi, dans ta personnalité, dans ton histoire, dans tout ce que tu as pu, tout ce que les gens ont pu t'apporter, ce que toi tu veux apporter peut-être aux gens. Et on en discutait justement avec Ewen avant de venir. On se disait justement IBNS c'est quelque chose d'assez nouveau, mais c'est quelque chose qui peut justement devenir très très gros. Même peut-être même similaire à ce que fait peut-être là aujourd'hui la Chambre de commerce internationale comme la CCI, etc. Ouais. Donc, ok, pourquoi IBNS Qu'est-ce que c'est du coup IBNS déjà? IBNS, c'est-à-dire International Networking Shenzhen, Business Networking Shenzhen en fait. Le nom, c'est un peu limité seulement à Shenzhen parce que on est plus familiarisé à Shenzhen pour le moment. Donc, comment l'idée est venue? Je te dis, comment on est dans un réseau, toujours, on faisait aussi des soirées, de musique. On avait commencé parce que quand on avait fermé Favela, et il y avait que Braz et tout, on avait fermé beaucoup de choses au fait, avec partenaires et tout. On avait fermé beaucoup de choses avec Milan que vous connaissez bien aussi, qui avait un bar qui était très bien en fait. C'est le seul bar à Shenzhen qui avait du cocktail. Et quand tu veux, tu sors du cocktail comme ça en fait. C'est pas que tu mélanges, le cocktail est déjà préparé et tout, tu sors. Et c'était un bon bar et tout. Et c'était pas trop loin de Braz. Et donc le Covid a changé l'environnement en fait de la restauration et tout. Ouais, c'est sûr. Donc on avait créé ce concept de Reborn Event. Milan, moi et Wiki. Donc on faisait des soirées de musique et tout. Donc on a beaucoup de monde en fait. On est fiers de ça en fait. Et merci toujours à Shenzhen pour qu'ils nous supportent toujours quand on fait des soirées comme ça en fait. Donc avec cette soirée, on avait créé aussi beaucoup de réseaux et tout. Et là, Casablanca est arrivé. Parce que quand on faisait ces soirées-là, on faisait ça chez Cole. Et il y a un jour, c'est moi qui avais gâté la soirée en fait. Parce que j'avais poussé un Chinois qui avait appelé la police. Et là, on avait perdu beaucoup d'argent. Mais c'est aussi l'entrepreneuriat en fait. C'est comme ça, c'est du haut et du bas en fait. Voilà, c'est ça. Donc,
Et on avait délogé ça vers Moon Beach au niveau de Sichon. Donc on a commencé par faire des soirées Ribbon maintenant à la plage. Donc c'est comme ça est arrivé et Casablanca est créé. Ok. Est-ce que tu peux nous dire quand ça a été créé? Casablanca, tout a commencé en avril. Ouais, parce que un de les partenaires de Casablanca, il est partenaire déjà à Moon Beach. Lui, il travaille dans le réseau tourisme, c'est-à-dire que ça c'est du tourisme en fait. Donc il travaille dans tout ce qui est plage, tout ça là depuis longtemps. Donc il a beaucoup de réseaux. Donc c'est lui qui avait trouvé cette location et tout. Donc il nous avait parlé. Donc Monkit avec son idée et tout. Monkit c'est quelqu'un qui est créatif en fait. Et moi je le dis toujours et un jour il va voir cette vidéo. En action il est très lent. Mais c'est quelqu'un que j'admire très et je respecte beaucoup. Il est très créatif. Ouais. Il a des idées. Ok, peut-être il développe sur papier, mais en action, non. Et c'est pour ça qu'on est une équipe très bonne, en fait. Parce que, c'est aussi toi qui peux peut-être, du coup, faire ces actions-là, ouais. Et lui qui a les idées. Ouais. Du coup, en fait, c'est win-win. Donc, c'est une formation très bonne, en fait. C'est de la même manière au niveau de Thiago aussi. Lui aussi, il a ses faiblesses et tout. Et Milan et tout. Donc, c'est comme une équipe, on travaille ensemble. Donc, c'est lui qui avait, même le nom Casablanca, c'est lui. Parce que c'est quelqu'un qui a fréquenté avec beaucoup de Marocains. Et il va aussi souvent au Maroc. Donc, l'idée Casablanca, c'est de lui aussi et tout. Et maintenant, il faut voir le côté design et tout, sélection, c'est lui. Et Milan aussi au niveau de la design et tout. Donc, c'est eux. Moi, je suis un peu derrière, mais moi, je travaille. Ce que je fais au niveau de Casablanca, je vous explique. Moi, d'abord, Brass, déjà, me casse la tête. Ouais, il y a deux choses qui me cassent la tête. Donc, tout ce qui est opérationnel, je ne fais pas à Casablanca. Des fois, je vais là-bas pour aider si on a un événement très spécial. Des fois aussi, je suis DJ, tu vois. Voilà. Ouais. Donc, mais tout derrière, c'est-à-dire un peu au niveau un peu de la documentation, au niveau du marketing et tout. Donc, c'est moi qui gère tout ce côté-là au niveau de Casablanca actuellement. Et Casablanca actuellement aujourd'hui, même en pleine hier, on va faire une rénovation. Ce sera encore une truc super fou. Bon, quelques images comme de Casablanca maintenant là. Ouais. Donc ça va arriver bientôt encore. C'est en pleine construction actuellement. Et donc Casablanca c'est actuellement en pause. C'est pas fermé, mais seulement en matière de construction. Donc c'est comme ça. Et l'idée Casablanca est venue et le projet Casablanca est lancé officiellement en juin de l'année passée. Et IBNS alors du coup? Ok, maintenant, tu vois, c'est comme une chaîne. Ouais, je commence à comprendre. Ouais, c'est comme une chaîne et c'est ça, Shenzhen en fait. Dans ce domaine-là, les gens, quand tu vois, oh, il y a un nouveau bar qui est ouvert, un nouveau restaurant qui est ouvert, c'est les mêmes personnes. C'est toujours les mêmes personnes. Surtout à Shenzhen. C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça à Shenzhen en fait. Donc, là, un des partenaires de Casablanca, sa copine, travaille à Langham Hotel. Oui. Ok, donc, elle avait parlé à Monkit pour qu'on fasse des soirées à Langham. Ils ont une piscine là-bas, il faut payer 500 yuan pour rentrer à la piscine. 500 yuan? Ouais. Et là, Monkit, c'est quelqu'un qui a toujours des idées. Il vient vers moi. Ok, on va faire des idées pour peut-être faire ça à 100 yuan. Nous, on peut gagner de l'argent aussi dans 100 yuan et tout ça là. Là, on peut trouver des gens de chez Kou et tout, de Nanshan là pour les amener et tout à la piscine. Et moi, je dis, on a beaucoup de choses à gérer. Moi, je veux plus faire des soirées. Non, comme ça. Moi, ça fait beaucoup quoi. Ouais, c'est trop. Non, je ne vais pas faire. Et je lui dis, moi aussi, je réfléchis, je crée. Je dis, non,
j'ai participé à beaucoup d'événements de networking. Et l'année passée, j'ai commencé par comprendre il faut avoir des réseaux. Si tu me dis aujourd'hui, il faut appeler quelqu'un, je peux appeler quelqu'un qui peut appeler quelqu'un, mais si tu veux faire des gros business, il faut avoir des solides connexions. Donc, c'est ce que j'ai compris. Et l'année passée, j'ai commencé par investir. Vous me connaissez, je bouge, je vais à des conférences et tout. Même hier, j'étais à Longan pour été invité par le gouvernement de Longan. Donc, ce que je me dis à mon kit, non. Moi, je veux faire du networking. Mais un networking qui donne de l'avantage. Et un jour, on te dit que quand j'étais ici, j'avais trouvé quelque chose, en fait. Parce que c'est ce qu'on manque au niveau de Shenzhen, en fait. Il y a beaucoup d'entrepreneurs, il y a beaucoup de créativité à Shenzhen, mais il y a des gens qui ont des bonnes idées, mais qui n'arrivent pas à trouver des fonds. Surtout nous, les étrangers. En fait, nous, on est étrangers. Pour les Chinois, ils ont les moyens, en fait. Ouais. Ouais. Bien sûr. Et nous, on peut pas. Donc, c'est là où je me dis, ouais, non, moi, je vais faire du networking. Donc, c'est comme ça. J'ai créé l'idée comme ça. C'est ça, on s'est discuté sur l'histoire. J'ai encore les histoires aujourd'hui. Hein. Donc, je lui ai dit, OK, on va nommer ça comme ça et tout. J'ai fait des recherches. Aussi, il y a ChatGPT qui m'a aidé un peu. J'ai fait des recherches et tout et tout. J'ai créé le logo de IBNS, mais qui est un peu amélioré aujourd'hui. C'est ChatGPT. Le logo, là, faut faire un petit peu. Donc, et j'avais créé, je voulais faire International Business Networking. J'ai dit IBN. Et moi qui te dis, OK, peut-être on doit ajouter Shenzhen comme pour montrer que ça vient de Shenzhen en fait. Racine. Ouais, donc c'est comme une complémentarité d'accumuler l'idée. Ouais. Et là, on a créé IBNS comme ça. D'accord. Et c'est IBNS on a créé. Et là, OK, avec l'hôtel, on s'est arrangé, on a lancé. On a fait la première soirée le 19 juillet 2025. Et c'était... il y avait 120 personnes qui étaient venues. On était là. Ouais. Je me dis non, là c'est sérieux là. C'est sérieux. J'ai lancé beaucoup de choses, mais j'ai vu à IBNS qu'on prend de l'ampleur, malgré qu'on ne fait pas d'argent pour le moment. Mais je suis fier parce que le premier IBNS déjà, les gens ont fait des connexions. Et j'avais rencontré quelqu'un de Kazakhstan. Pourquoi? Je suis parti chez eux dans leur bureau. Ils ont un bureau à Nanshan. J'ai fait une petite aventure dans le pétrole et du gaz. Okay. Là, je résume en même temps avec une entreprise togolaise parce que j'avais une connexion ici qui voulait acheter du pétrole et tout. Donc, je représentais l'entreprise togolaise ici en Chine pour connecter avec les clients et tout. Donc c'est comme ça que je suis rentré aussi dans le pétrole et du gaz. Mais ça c'est entre parenthèses pour le moment actuellement. Et le gars, quand il introduisait, là-bas il disait qu'il faisait du pétrole et du gaz. Donc moi, là-bas l'origine le pétrole on voulait vendre, c'était le diesel qu'on voulait vendre en ce temps-là. Ça venait du Kazakhstan. Il est du Kazakhstan et il est dans le pétrole. Donc moi je suis là, je voulais voir comment on peut travailler en fait, parce que la dame du Togo nous a niqué et on avait perdu le contrat. Okay. J'avais fait un beau rêve. Non, c'est quand tu vois combien tu gagnes. Tu vas gagner, les gens qui font du pétrole, du gaz, ils ont de l'argent. Et là, tu imagines le nombre en même temps, il a fait ceci. Et là, il nous a niqué et tout, donc on avait perdu le contrat et tout, donc ça m'a...
Et je me suis fâché et tout, donc j'ai commencé par chercher mon propre réseau à moi, en fait. Donc le gars m'a dit, ok. Là, j'étais parti dans son bureau et il me disait, à IBNS, il avait rencontré un gars et il travaille aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, il travaille. Donc, c'est quelque chose que je me sens fier. C'est réel. C'est réel. Mm. Il y a un autre gars qui est dans le AI et tout, qui travaille pour une compagnie française, en fait, sur l'identité. C'est Francis. Ouais. Il avait rencontré un gars et ils ont lancé AI Bootcamp. Et le ticket coûtait 29 000 RMB. Le gars lui a acheté le ticket pour venir. Et il a trouvé ce gars où? C'était à IBNS. Donc, ça, c'est des choses concrètes qu'on veut. Et je suis fier de là-dessus. Et il y a des programmes qu'on va développer cette année. Très bien. Bah, c'est top, merci Manu. En fait, c'est là où on veut aussi t'amener. Parce que du coup, alors, on n'a pas du tout le même âge, t'as beaucoup plus d'expérience. Et en fait, c'est aussi ça qui est riche quand on voyage à l'étranger. C'est aussi ça que moi j'ai appris aussi avec Ewen. C'est que le réseau, le networking comme on appelle ça, c'est quelque chose qui prend de l'ampleur et qui devient de plus en plus intéressant et important surtout. Et c'est surtout quelque chose qui t'a porté du coup jusqu'à aujourd'hui et c'est maintenant quelque chose que tu veux partager. Et ça du coup en fait c'est quelque chose qu'on veut vraiment mettre en avant et c'est aussi pour ça qu'IPNS, je pense, va grossir et grossir parce que chaque disons networking event comme la CCI ou comme la Chambre de commerce européenne, elles ont toutes leur sphère à eux avec ce qu'ils apportent, etc. Mais IBNS a ce côté où ça va être plus que une partie networking, ça va être du business directement concret. C'est là où tu vas, enfin je pense, dis-moi si c'est ça, mais voilà, c'est là où tu vas apporter. Et du coup, c'est aussi là où nous on voulait en venir, c'est cette volonté pour toi de partager ça. Et on pense que c'est vraiment important aussi pour la génération qui est actuelle, etc., qui voyage et qui ne sait pas trop ce qu'ils vont faire demain. Tu nous as tout expliqué, tu nous as dit voilà, t'as été perdu, t'avais plus d'argent à un moment donné, plus de passeport. Et là aujourd'hui tu te retrouves à créer voilà même un cercle de networking, donc, je trouve ça vraiment incroyable. Donc voilà, donc est-ce qu'aujourd'hui c'est toujours cette volonté pour toi de vraiment de lier les gens et de faire du concret directement, surtout en Chine? Est-ce que tu peux expliquer à quel point c'est important le networking aujourd'hui pour la génération actuelle, mais pour celle qui vient un peu aussi? Merci beaucoup pour la question. Ouais, moi, je me dis souvent, connaître des gens, c'est important dans tout le business, en fait. Si tu veux faire des affaires, c'est vraiment important. En Chine, pourquoi les Chinois ont réussi? Tu demandes cette question, pourquoi eux, ils se réussissent? Parce qu'ils se soutiennent, en fait. Et le pourquoi, je te donne un exemple palpable. Il y a Ten, qui a une restauration, le restaurant Je t'aime, Ten, qui m'avait invité à BNI. BNI ici, c'est un peu international. Mais BNI, quand tu vas à l'international, c'est pas trop sérieux. Hein? Mais en Chine, c'est différent. Et ils font le networking, ça commence à 6h du matin. Oh oui, c'est à l'heure. Ouais. Et là, ouais, j'étais à la base, ils font leur networking à la chinoise, mais c'était très intéressant. Et j'ai vu comment eux, ils font aussi leur networking. C'est direct. C'est vente directe. Je me souviens, là, on était là-bas quand chacun, les membres de BNI, ils introduisaient leur business. Tu vois, oh, moi, je suis directeur de cette société, je fabrique ceci. Ils montrent la pancarte en même temps. Je fais ceci avec les produits en main. Si vous avez des gens dans votre réseau ou bien quelqu'un qui veut acheter ce genre de choses, ok, contacte-moi. C'était direct, en fait. C'était vraiment direct. Donc, c'est quelque chose que j'ai apprécié. Mais ça, c'est à eux comment ils font, en fait. Maintenant, je reviens à ta question, la volonté que j'ai, en fait. Cette volonté, c'est par rapport à mes propres expériences, en fait. Si je ne suis pas, les gens me voient comme, j'ai fait trop de succès. Non, il n'y a pas de succès. On est en train de mettre les bases toujours, en fait.
si j'avais ce succès splendide pendant 13 ans, pourquoi je vais encore venir travailler au bar? Je vais avoir des employés pour travailler pour moi. En fait, on avait des employés pour travailler au niveau du bar, mais pour trouver quelqu'un aussi pour manager un bar avec cette volonté, ça manque en fait, et on n'arrive pas à trouver cette personne-là. Et on ne peut pas recruter aussi un étranger. Et ça, c'est une autre histoire en fait, parce qu'il faut avoir le visa et tout, c'est un peu compliqué. Et on va rejeter le visa pour lui en fait. On sait pourquoi en fait. Donc on cherche un Chinois, une Chinoise ou bien qui a cette manière-là, mais ça fait plus d'une année qu'on cherche cette personne, on n'arrive pas à trouver en fait. C'est pas une question de salaire, mais c'est le profil. Et là, il faut que je me sacrifie pour venir, pour maintenir et tout. Et ouais, malgré que je suis aussi copropriétaire, mais c'est comme moi, Brass maintenant, c'est comme une famille en fait. Et là, je vais te revenir toujours à ta question, mais c'est comme une continuité. Ouais. Brass, c'était un bar de sport. Maintenant, moi, je dis Brass, c'est un bar de sport. Hein? Malgré qu'on a des awards de sport, tout quoi. On s'en fout des awards, en fait. Mais ce qui se crée ici, c'est touchant quand tu reçois les révélations de ces personnes-là, directement de ces clients qui viennent à Brass, ça te touche. On te dit merci, tu m'as fait ceci. Les gens ont trouvé leur copine ici. Les gens ont trouvé leur femme ici. Les gens ont trouvé des partenaires ici et tout. Donc, et cet retour qui vient, ça te donne l'envie de continuer toujours, de partir, de pousser et de créer cet environnement. Parce que nous, on vient de loin. Vous êtes venus de la France, je suis du Togo, c'est partout. Hier, j'ai parlé avec 3 gars de la Finlande. Ils sont étudiants en fait, ils sont ici pour 4 mois en fait. Et là, je dis, vous êtes la 5e personne, parce qu'ils sont 3, il y avait 2 personnes qui étaient venues de la Finlande et avant ici en fait. Et non, il me dit, non, il y avait d'autres personnes. Donc, donc je vous dis, hier nuit en fait, il me dit, donc vous êtes la 9e personne alors. Donc cette ambiance de connexion et tout, et ça me donne l'envie de toujours partir quelque chose pour contribuer à notre communauté au fait, parce que nous sommes tous étrangers, on sait ce qu'on vit en Chine et tout, les difficultés qu'on a toujours, mais pour faire de propres business, pour trouver des vrais partenaires, il y en a à Shenzhen, mais seulement qu'on ne rentre pas dans ces genres de réseaux et on ne trouve pas ça. Donc c'est l'idée de IBNS de créer cette plateforme qui est solide pour connecter vraiment les gens en matière de recherche de fonds, en matière ou bien de signer des contrats et tout. C'est cette connexion-là. Donc, et là, pourquoi aussi il y a IBNS, on est en train de développer IBNS Russie. Pourquoi? Ok, le deuxième IBNS qu'on avait fait, l'intervenant, le gars il a de l'argent. Hein. De Russie, ça va. Oui, Il est millionnaire. Il a de l'argent. Et là, il est membre d'un club en Russie. Et après, on s'est vu, on avait eu une petite réunion. Il est intéressé par l'idée, au fait, de IBNS. Donc, il voulait apporter sa connaissance au niveau de IBNS pour qu'on puisse développer et tout. Donc, déjà, on a une première vague. Pourquoi je suis très fier de le développement de IBNS? On a commencé un truc en juin et il y avait plus de succès comme ça. Et malgré qu'on nous fait pas de l'argent pour le moment, mais je suis fier de ce que les gens gagnent en retour, en fait. Mais je sais qu'un jour, on va gagner en retour, en fait. Donc, en mars, on va faire la 4e édition de IBNS. Et on a une délégation de la Russie, à peu près 20 personnes. Il y a des banquiers là-dedans, il y a des investisseurs là-dedans,
il y a des gens qui cherchent des partenariats, qui vont arriver ici, à Shenzhen. Pourquoi on va se limiter seulement en Chine, nous, les étrangers qui font du business? Si je trouvais un partenariat russe, je trouvais un partenariat africain, je trouvais un partenaire français, pourquoi pas? Donc, c'est cette motivation-là qui me pousse, parce que moi aussi, moi-même, j'ai besoin de ces gens de réseau pour continuer à évoluer dans mon business, au fait. Donc, c'est une passion pour moi, au fait, c'est personnel, au fait. Et je prends comme bien-être, maintenant c'est comme un truc personnel à moi. Et je voulais partager le peu d'expérience que j'ai reçue, ou bien le peu de connaissances que j'ai, moi, je veux partager, au fait. Donc, c'est ça l'idée, au fait. D'accord. Ok, super. Et ça fait tout à fait sens parce que comme tu disais tout à l'heure, tu vois, Brass, ça s'est lancé parce que tu as connu des gens, par des amis. Donc en fait, tout se fait par du réseau, en fait. Tout se fait par du réseau et notamment en Chine où ils ont l'appellation qui s'appelle Guangxi, Ouais. du coup, qui fonctionne beaucoup par réseau. Les Chinois, ils sont très très forts là-dedans. C'est quelque chose qui est peut-être un petit peu dur pour nous, les étrangers, de rentrer dedans parce que bah, on a la barrière de la culture, de la langue aussi. Donc c'est un peu plus compliqué. Et du coup, euh, toi, Manu, si tu voyais, voilà, qu'est-ce que tu aurais comme conseil à donner à la jeunesse pour se développer sur le niveau professionnel? Est-ce que c'est vraiment la partie réseau? Est-ce qu'il y a des connaissances à avoir ou comment dirais-je, des compétences à développer qui sont les plus importantes? Ce serait quoi ton top de recommandations à donner à la jeunesse? Ok, merci beaucoup pour la question, Ewen. Je me dis, excuse-moi. Je me dis aujourd'hui, la connaissance, certes, on peut avoir la connaissance sur les bons de l'école, étudiantine, c'est bon. C'est bon d'avoir les bons, les certifications et tout, c'est bon. Mais en réalité, quand tu rentres dans la vie professionnelle, c'est un autre monde. Bien sûr. C'est un autre monde. Cette expérience associative que moi j'avais reçue au niveau de AESEC, aussi, oui, d'abord m'a ouvert les yeux comment voyager. Les gens, il y a certaines jeunes personnes aujourd'hui qui ne savent pas comment voyager, comment avoir son passeport à lui-même. Ça, c'est des choses que tu peux apprendre dans la vie associative. Donc, moi, la première conseil, je veux dire, c'est s'il y a une opportunité, quand tu es toujours étudiant ou bien tu es récent diplômé et que tu trouves des réseaux associatifs, des réseaux associatifs qui sont professionnels, hein. Il y a d'autres réseaux associatifs, faut pas rentrer là-dedans. Ouais. Moi, je parle de quelque chose qui est professionnel, qui peut apporter un truc de plus pour toi dans la vie professionnelle, au fait, pour rentrer là-dedans, pour apprendre. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de rentrer vraiment dans la vie professionnelle. La vie professionnelle, ça te donne différentes perspectives, en fait. La première perspective, c'est au niveau de la boîte où tu travailles. Comment tu crées ton réseau au niveau de la boîte avec tes collègues. Parce que tes collègues, tu ne sais pas d'où ils viennent et où ils vont. Donc, cet réseau que tu crées aussi, en fait, il y a certaines personnes qui disent que nous sommes des collègues, on ne va pas se voir, on se voit seulement au bureau, on parle seulement du boulot et tout. Mais au finish, il y a toujours un jour. Et moi, je vois le un jour. Si aujourd'hui j'étais connu, hein, Ewen, quand il était venu en Chine la première fois, c'était à Brazzaville, on s'est connu. Ouais. Mais on avait passé un bon moment ensemble et aujourd'hui on fait une interview ensemble et tout. Et Brassos m'a été introduit par Ewen. Tu vois. Donc c'est par cette chaîne-là que moi je suis en train de valuer aujourd'hui et que je conseille aussi à cette personne-là. Je ne force personne à le faire, mais moi je vois que aussi c'est une opportunité de développement pour créer ce genre de réseau dans le futur. Peut-être, Ewen était mon collègue un jour, peut-être
je veux signer un contrat avec cette boîte et un jour tu vois Ewan qui est le directeur de la boîte. Et mais quand vous êtes peut-être dans la boîte avant vous, il n'y a pas cette connexion et tout. Et là maintenant tu vois, il est directeur de cette société et tu vas signer un contrat. Là peut-être Ewan peut refuser parce qu'il y avait cette... donc il y a toujours ces gens des idées personnelles que moi j'ai des fois, et je vois que pouvoir créer ce genre de réseau, c'est important pour le développement personnel et au niveau de quand tu rentres aussi dans la vie entrepreneuriale, ça aussi c'est une autre étape. Ok. Ouais. Donc moi c'est ce que je value au fait. Ok. Super. Et alors du coup, vu qu'on est sur le point des questions et surtout sur la finalité de tout ce qu'on a amené en fait sur le sujet aujourd'hui, sur l'interview, est-ce que toi du coup, qu'est-ce que tu aimerais qu'on retienne de Manu après, quand tu vas être à la retraite, quand tu vas arrêter le business, mais qu'est-ce que tu veux qu'on retienne de toi, de l'être humain que tu es aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux qu'on retienne de toi? C'est quoi la trace que tu veux laisser ici? Cette question-là. Ça me vache. Ouais. Moi, vous me connaissez très bien. Moi, je suis quelqu'un de très simple. Je demande personne de m'évaluer un jour, en fait. Mais je veux que les gens pensent à moi en tant qu'être humain. Ce que j'ai apporté à cette personne-là un jour. La valeur ajoutée que j'ai apportée dans la vie de cette personne. Je veux que cette valorisation, en fait. Parce que, d'abord, je suis quelqu'un qui est toujours présent, attentif, à sacrifier pour... mais c'est ma personnalité à moi et ça m'a fait beaucoup, au fait, perdre en matière de business. Parce que je suis très humble. Et je fais pitié aussi et tout. Donc ça, c'est des choses qui sont personnelles à moi, en fait, et mais je me dis que c'est peut-être, je viens d'une famille très humble et tout, et cette valeur-là, c'était inculqué dans ma vie et tout, et je voulais toujours partager cette valeur que j'ai depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui, mais aussi qui m'a fait perdre beaucoup d'argent en matière de business et que j'ai maintenant compris. Des fois, le business, c'est le business. Côté émotionnel, vous laissez de côté. Mais je veux que les gens retiennent l'émotion que j'ai toujours pour ces genres de personnes, ou que je suis toujours là pour aider et tout. Moi, je veux que les gens retiennent de ça pour moi. C'est hyper inspirant et je pense que c'est ce qui ressort de toi. Bah, tu vois, il y a beaucoup de gens qui viennent à Brass, mais je pense qu'ils viennent à Brass parce que l'ambiance est cool, mais ils viennent aussi pour te voir parce que l'ambiance a été créée par les gens qui sont ici et notamment que toi, comme tu dis, tu es disponible tout le temps. Donc je pense que c'est très vrai. Merci beaucoup pour ton retour et le retour que tu fais aussi sur les recommandations que tu pourrais donner à la jeunesse. C'est hyper inspirant. Plein de choses à rajouter. Je pense que Manu, on pourrait passer des heures à discuter avec Manu aussi. Donc, ouais, donc non, c'est un plaisir d'avoir pu interviewer avec toi, Manu, d'avoir pu passer du temps avec toi. Vraiment. Merci de nous accueillir à Brass House. Ça fait vraiment plaisir de passer du temps avec toi, avoir un temps de calme parce que d'habitude ici c'est pas très calme. il y a beaucoup de monde, on vient dans des états un peu différents. Donc c'est vraiment, moi je suis très très content d'avoir ce temps avec toi, tranquille, on peut parler vraiment tes expériences et de ta vie, de ton passé et de comment est-ce que tu as réussi à accomplir toutes ces choses et comment est-ce que tu continues à accomplir toutes ces choses. Donc on va mettre les liens en description pour vous rediriger vers IBNS notamment si vous voulez rejoindre le réseau quand vous venez à Shenzhen, si vous êtes à Shenzhen, si vous êtes à Hong Kong, si vous passez en Chine et que vous voulez connecter avec la communauté internationale et chinoise localement. En tout cas, merci beaucoup pour ton temps, Manu, c'était vraiment un plaisir et puis j'espère que
tu vas continuer à développer dans le bon sens, mais de toute façon, t'es lancé, c'est top. Si jamais on peut apporter une petite chose, on le fera, mais moi, je suis vraiment très content d'avoir pu t'écouter. Ah, merci beaucoup à vous. C'est le red flag, hein? Ouais, c'est vraiment red flag, hein? C'est super, hein. Merci les gars. Et, c'est un plaisir de partager un peu de mes expériences que j'ai vécues en Chine. Chacun, moi je dis, chacun son histoire, en fait. Quand tu viens en Chine, chacun son histoire. Et quand tu écoutes l'histoire d'une autre personne, tu oublies ton histoire, en fait. Donc, c'est un plaisir partager. Ravi de vous connaître ici à Shenzhen. Et on est tous ensemble. Exactement. Et vu que tu dis que on oublie notre histoire, mais sachez que ces histoires-là, vous n'allez pas pouvoir les oublier parce qu'on va les partager sur Instagram, sur nos réseaux et sur YouTube. Donc c'était encore un plaisir. Merci encore une fois Manu, vraiment un gros kiff. Et puis voilà, c'était The Red Flag. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout et puis à très vite dans un prochain épisode. Allez, ciao.